Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, le démarrage était compliqué, mais Oui. vous êtes là et c'est l'essentiel. Comment allez-vous, Audrey? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Ce début d'année se passe très bien. Ah, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vous écoute. Racontez-moi, parce que je me souviens très bien, j'ai dit à nos auditeurs, que vous étiez passé pour nous expliquer que vous aviez eu un accident de cheval. Exactement. Voilà, j'ai eu un accident ça va faire 4 ans bientôt. Un gros accident avec entre autres fracture de la colonne vertébrale. Donc je me suis retrouvée handicapée. J'ai réappris beaucoup de choses. J'ai réappris à marcher, j'ai réappris à lire, j'ai réappris à bouger. Et donc j'ai passé ces dernières années, on va dire, beaucoup dans du médical, quoi, dans des rendez-vous médicaux. Oui. Ça a été mon métier à temps plein. Et tant mieux parce que je m'en sors très bien. Aujourd'hui, j'ai un handicap, toujours, mais qui est invisible. Vraiment, si on ne le sait pas, on peut pas le deviner. Par contre, moi, je suis en perpétuelle. Mais vous souffrez, non Voilà, je suis en perpétuelle douleur et ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Ça me fatigue beaucoup, en fait. C'est comme si je faisais un marathon chaque jour. Le fait d'être debout me sollicite beaucoup. Et puis, j'ai eu aussi un gros traumatisme crânien, donc j'ai eu des lésions cérébrales assez importantes. Donc, maintenir une attention, parler, tout ça, ça me demande des efforts, en fait. D'accord. Alors, il faut dire que vous étiez cavalière professionnelle. Oui. Et que forcément, du jour au lendemain, votre passion, votre métier s'est trouvé stoppé du jour au lendemain. Exactement. Là aujourd'hui, professionnellement, du coup, je suis un petit peu perdue sur mes possibilités, puisque effectivement, moi, j'étais cavalière professionnelle, j'étais également monitrice et kinésithérapeute pour chevaux. Donc, autant vous dire que toute ma vie tournait autour du milieu du cheval. Bien sûr. Et aujourd'hui, alors la bonne nouvelle quand même, c'est que je remonte à cheval depuis quelques mois. Ah, félicitations. Ouais, J'imagine tout le travail que vous avez dû faire pour revenir à cette victoire, parce que même si il y a peut-être plus de compétition d'envisager aujourd'hui, le fait de remonter, c'est renouer avec ce qui vous anime à l'intérieur. Oui, tout à fait. Ça a été à la fois une épreuve physique, mais aussi mentale. Non pas parce que j'avais peur, c'était pas de la peur du cheval en lui-même, parce que j'ai jamais eu peur d'eux, même après l'accident. Mais c'était la peur de me rendre compte du fossé qu'il y avait entre cet avant et cet après l'accident, puisque moi j'avais en souvenir des sensations, des réflexes, et que bien entendu que mon corps n'est plus le même, donc il y a un fossé entre les deux. Et j'avais peur de découvrir l'ampleur de ce fossé. J'étais très 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 stressée la première fois que je suis remontée, ouais. Et ben ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. La journée a été, cette journée-là restera, je pense, gravée dans ma mémoire. Ouais. Ça a été très très marquant et psychologiquement hyper intéressant, y compris sur moi-même, quoi. Non, bien ça, sûr. Ça a été, était-ce le même cheval, Manon? Oui, Audrey, pardon. Est-ce que c'était le même cheval? Oui, donc forcément, ça a été une nouvelle rencontre entre vous deux. Oui. Et comment a-t-il réagi et comment a réagi votre corps? Alors, lui, il n'a pas du tout été perturbé parce que je suis quand même allée le voir et j'ai passé du temps avec lui les années suivant mon accident. Même si je montais pas, ça reste mon cheval, donc j'allais m'en occuper. Donc lui, ça ne l'a pas perturbé, ça l'a pas particulièrement étonné. Il a été fidèle à lui-même. Par contre, le fait que je remonte de façon de plus en plus régulière, on va dire depuis ces 2 derniers mois, puisque au début, voilà, je montais 20 minutes une fois par semaine et je mettais 4 jours à m'en remettre. Et puis au fur et à mesure, j'arrive à monter de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, même si ça reste pas mirobolant. Je pourrais jamais revenir à un niveau au niveau que j'avais avant et encore moins à un niveau professionnel. Ça me coûte encore beaucoup physiquement.
Mais j'y vais de plus en plus régulièrement et oui, il est très content, il est très en demande. Là, pendant les fêtes, j'ai pas pu y aller pendant une semaine et quand j'y suis retournée, il m'a fait une fête pas possible, alors qu'après mon accident, ça arrivait que je passe plusieurs semaines sans aller le voir et ça ne l'étonnait pas. Oui, oui. Est-ce que, Audrey, votre cheval prend soin de vous ? Oui, beaucoup. J'ai la chance. Bon, j'ai vendu les chevaux qui me restaient après mon accident, sauf celui-là. Mais on a une histoire particulière parce que c'est un cheval que j'ai fait naître, qui va avoir 19 ans cette année, donc ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Ah oui. Donc on se connaît très très bien. Ouais, voilà, on est un vieux couple. Ah oui. Donc il prend grand soin de moi. Il fait vraiment attention. Il a jamais un geste brusque. Il est vraiment doux. Il a toujours été, mais encore plus là. Surtout qu'il a vu l'accident qui n'était pas de sa faute. C'était un trou dans un chemin en herbe. On était au galop. Il a mis le pied dans le trou. On a volé tous les deux. Et ça l'a beaucoup marqué parce que moi je saignais beaucoup, je suis tombée sur la face entre autres. Et donc il y a eu le choc, eux ils sentent, en plus il y a des hormones, il y a des odeurs chimiques, il y a l'adrénaline qui est à fond, et puis l'odeur du sang. Et oui, ça l'avait marqué quand même. Ça l'avait vraiment marqué. Lui, combien de temps lui a-t-il fallu pour s'en remettre ? Alors lui, ça a été dès le début parce qu'il n'est pas tombé, il a réussi à se rattraper, même s'il a fortement trébuché. Mais il a réussi à se rattraper, donc un petit coup d'ostéo et c'était reparti. Mais moralement, il a été un peu perturbé pendant quelques mois. Oui, d'accord. Mais je pense aussi le fait de ne pas me voir et puis quand il m'a revue, j'étais, je marchais pas, j'avais un corset, j'étais diminuée physiquement et je pense qu'il l'a complètement compris. Oui, c'est génial votre témoignage parce que il montre l'intensité de la relation qu'il peut y avoir entre l'homme et son animal, quel qu'il soit. Vous, c'est le cheval. Pour d'autres, ça peut être leur chien, leur chat, enfin, c'est assez incroyable. Merci en tout cas de ce témoignage, Audrey. Maintenant, j'ai envie qu'on revienne à vous peut-être et de savoir justement. Vous me dites que vous arrivez à monter de plus en plus longtemps, mais il vous fallait beaucoup de temps pour récupérer 4 jours. Est-ce que maintenant votre corps a réussi à récupérer plus rapidement? Oui, j'arrive à récupérer plus rapidement. Par contre, ça reste une organisation. C'est-à-dire que je sais que les jours où je monte à cheval, je peux rien prévoir d'autre. Et pourtant, je vais monter que 40 minutes. Mais je peux pas avoir un repas avec des amis ou un rendez-vous médical ou simplement des papiers de l'administratif à faire, donc de la concentration mentale, parce que ça me coûte beaucoup d'énergie et après je suis rincée. Et il faut que j'y aille suffisamment en forme aussi pour pas me mettre en danger et pour pas mettre en danger le cheval. Donc ça monopolise très vite toute ma journée en fait. Et puis en plus, bon, vous le savez, vous êtes cavalière. Il n'y a pas que monter à cheval, il y a aussi toute la préparation et la dépréparation. Bien sûr. Donc au final, je passe 3 heures. Vous ne faites pas aider pour ça ? Non, je fais... Non, vous voulez vous donner totalement à votre relation avec votre animal, oui. C'est ça. J'ai la chance en plus de pouvoir le faire puisque je ne travaille plus. Et j'ai moins de rendez-vous médicaux. Donc avec l'accord des kinés, on a transvasé pas mal de mes séances de rééducation, puisque j'en avais 3 ou 4 par semaine, sur des séances à cheval. Donc voilà, je fais moins de rééducation, mais je monte un peu plus à cheval. Mais par contre, c'est très intense, ouais. Voilà, c'est mon activité de la journée. Il n'y a pas de temps. Voilà. Ce qui veut dire que, est-ce que résumer en disant que cet accident vous a rendu plus forte mentalement et évidemment moins forte physiquement? Oui. Oui, c'est sûr. Puis ça apporte aussi une autre vision de la vie, bien sûr. Et quelle est votre vision de la vie, justement, après avoir vécu un tel événement? Alors moi, je
je suis très sereine. Bon, j'avais la chance de l'être déjà avant, mais je suis très sereine pour le futur. Je sais que tout passe en fait. Les mauvais moments comme les bons d'ailleurs, tout finit par passer. Donc j'ai une sérénité assez ancrée en moi. Et ça a augmenté ce truc-là. Ça a augmenté on va dire ma sérénité pour l'avenir, parce que je crois qu'on est capable de s'adapter à tout et que en fait il n'y a pas réellement de problème. Il y a n'est un problème que la façon dont on l'aborde en fait. Si on considère que c'est pas un problème mais juste une difficulté, une épreuve, un challenge, et ben on fait avec et on le passe. De toute façon on n'a pas le choix, c'est comme ça. Oui, c'est joliment dit. En tout cas, ça vous a probablement apporté le désir de vivre finalement chaque instant de la vie, chaque instant de vos journées. Vous les vivez intensément, sachant que la vie est fragile. Vous l'avez vécu de très près. Oui. Alors paradoxalement, c'était une vision que j'avais déjà fortement avant pour d'autres épreuves de vie, de profiter de la vie à chaque instant, et je l'ai fait heureusement. Avant cet accident, je faisais du cheval professionnellement, mais je faisais aussi plein d'autres activités super comme le parapente, comme l'escalade, comme de la haute montagne. Enfin, j'ai vraiment mordu la vie à pleines dents. Et aujourd'hui, le fait d'être diminué physiquement et puis d'être très fatiguée et très fatigable, en fait je profite pas tant que ça. Il y a beaucoup de moments où j'accepte de pas mordre la vie à pleines dents et d'être plutôt dans quelque chose de plus contemplatif, on va dire. Mais je suis toujours un peu partagée entre l'ancienne personne que j'étais, qui était très active et qui profitait de chaque seconde de vie, et la nouvelle personne que je suis devenue, qui est plus calme, plus lente, plus fatiguée. Enfin voilà, je suis un peu partagée entre ces deux facettes de ma personnalité. Avant d'arriver à l'aspect professionnel, dans votre vie de femme, j'imagine que bien évidemment ça a eu un impact très important. Oui. Comment vous gérez ça ? Si ça peut être indiscret, bien sûr. Non, c'est pas du tout indiscret. Ça va, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est super et qui est là. J'ai du mal avec la culpabilité. Je culpabilise beaucoup de pas en faire assez. J'ai l'impression de pas en faire assez. C'est plutôt ça qui ressort en premier. Mais vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de vous, de la vie ? Vis-à-vis de lui, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la maison, vis-à-vis de la vie de couple en fait. J'ai ce poids de cette culpabilité que c'est pas du tout lui qui me fait peser, hein, mais c'est moi qui culpabilise facilement. Oui. De trouver que j'en fais pas assez, puisque avant j'avais tendance à en faire beaucoup et à tout porter à bout de bras, et là je me repose beaucoup sur lui et c'est vrai que ça me fait culpabiliser. Oui. Ça me fait culpabiliser. J'arrive pas à rester inactive. Je sais pas, par exemple, j'ai mal, je suis dans le canapé et lui il va se mettre à faire à manger. J'ai beaucoup de mal à le regarder faire sans intervenir. Alors je le fais, mais je culpabilise. Ah oui, d'accord. Pourtant il doit comprendre ce que vous avez traversé. Est-ce que cela vous a rapproché ? Oui, je pense que ça nous a rapprochés beaucoup, que ça nous a soudés beaucoup. Je pense que de toute façon, c'est dans les épreuves de vie qu'on voit sur qui on peut compter réellement. Même en amitié d'ailleurs. Hein. Finalement, on est surpris par des gens en qui on avait complètement confiance et on se rend compte qu'ils sont pas là quand on a besoin d'eux, et inversement, des gens auxquels on n'avait pas du tout pensé qui sont au final d'un grand soutien.
C'est très enrichissant, de toute façon, les épreuves de vie. Surtout ce type-là. Il y a Sébastien Dess sur le site de live, la page Facebook Live Sud Radio officielle, qui vous dit: bravo Audrey, vous avez un mental très fort. Je comprends, car je suis moi aussi une personne handicapée due à un accident de la vie. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à envoyer des messages à Audrey, à lui poser des questions, éventuellement sur la page Facebook Live de Sud Radio. Votre témoignage est très très fort, Audrey, et il donne de l'énergie. Il relativise finalement nos petits problèmes qui peuvent être finalement d'ordre matériel ou professionnel même, lorsqu'on vit des épreuves comme vous nous racontez. Effectivement, ça forge le respect. Merci, c'est très gentil. Si j'ai d'ailleurs un seul conseil à donner et à retenir peut-être de tout ça, c'est de ne jamais s'énerver ou se faire du souci sur quelque chose dont on n'a pas, qu'on ne peut pas changer. Ça sert à rien de se faire du souci si c'est un événement extérieur à nous-mêmes et que de toute façon on ne peut pas le changer. Voilà. Je sais pas si c'est très clair avec dit comme ça, mais voilà, si quelqu'un a un comportement qui vous déplaît ou autre, vous pouvez pas agir sur son comportement, vous pouvez agir que sur le vôtre. Donc il faut essayer de lâcher. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi c'est un peu la grande leçon que j'en ai retirée. Oui, mais c'est tout à fait compréhensible ce que vous dites, Audrey. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet avec un invité dans une spéciale Écoutons-nous, où effectivement, pour pouvoir gérer finalement ses peurs et ses résistances face à la vie, il est important de faire la part des choses entre ce que nous pouvons changer de notre vie. Oui. Et dans ces cas-là, réfléchir à comment le faire et ce que nous ne pouvons pas changer. Exactement. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer et vous nous montrez que dans ces cas-là, eh bien, pour bien vivre, il est préférable de les accepter. C'est ça. C'est ça, hein. On essaye, hein. Bon, après, ça n'empêche pas d'avoir des petits coups de mou, mais on est humain. Exactement. Alors, dites-moi, à titre professionnel, où en êtes-vous maintenant ? Mais je suis un petit peu perdue parce que alors j'ai des idées, j'ai des centres d'intérêt, mais je sais ce que c'est que d'être à son compte. Moi, j'ai eu plusieurs entreprises et je sais très bien que quand on est à son compte, on ne fait pas seulement son métier, on est aussi gestionnaire, on est aussi comptable, on est aussi on fait aussi le marketing. On s'occupe de l'administratif, du site internet. Enfin, bref, on sait qu'il y a beaucoup de choses que c'est très énergivore d'être à son compte. Et ça, je le sais très bien. Et du coup, ça comment dire, je me dis que la meilleure des options pour moi, ce serait d'être à mon compte parce que ça me permettrait de moduler mon temps de travail comme il me convient. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une charge de travail dont je ne suis plus capable parce que voilà, je fatigue vite et que ce soit physiquement ou mentalement. Mm-hmm. Du coup, je suis assez partagée. Après, je trouverai probablement pas un travail de salarié dans des conditions suffisamment souples pour moi. Donc je suis un petit peu partagée tant sur le fond, c'est-à-dire le projet en lui-même, et aussi sur la forme. Que sur la forme, d'accord. Ouais. Ok, eh bien, vous savez Audrey, ce que je vous propose, c'est rester avec moi. On va regarder cet aspect-là. Je vais vous poser quelques questions et puis vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord ? Avec grand plaisir. Restez, je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Et nous sommes avec Audrey que j'ai gardé quelques instants avant notre prochain auditeur. Audrey, donc on en était à questionner un petit peu votre parcours professionnel. Vous me disiez que vous étiez un peu perdu, ce qui est bien sûr totalement compréhensible. Moi j'avais deux questions. La première c'est est-ce que vous avez listé finalement toutes les choses aujourd'hui que vous êtes en capacité de faire et de ne pas faire, et
quel est le domaine dans lequel vous souhaiteriez vous diriger ? Alors, parce que vous avez mené un combat médical, un combat sur votre santé, pour retrouver vos capacités physiques aujourd'hui. Il est logique que vous n'ayez pas encore réellement, je dirais, un projet professionnel, mais pour pouvoir vous orienter, il faut déjà, je pense, partir des capacités que vous avez. Oui. Développer et de regarder quel est l'univers, parce que vous me dites effectivement ce qui vous bloque actuellement, c'est vous voudriez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce que vous avez fait très régulièrement dans votre parcours avant votre accident. Alors, il est vrai qu'il faut être multicompétence dans ces cas-là. Oui. Et vous l'avez très bien cité, comptable, faire votre com, gérer sur Internet, trouver des clients, enfin. Et lorsqu'on a des capacités diminuées dues à cet accident, c'est compliqué de trouver l'énergie de tout faire. Et vous savez, il y a aujourd'hui des accords qui sont passés avec des entreprises qui modulent les propositions de travail aux personnes handicapées. Et si vous saviez le domaine vers lequel vous souhaiteriez aller, peut-être à ce moment-là, vous pourriez vous rapprocher d'associations. Oui. Dont l'objectif est de trouver justement du travail à des personnes handicapées, ou même carrément envoyer votre CV à des entreprises qui pourraient être autour de chez vous. Tout à fait. Mais quel constat vous avez fait déjà ? Alors j'ai fait plusieurs constats sur mes capacités, sur mes envies et tout ça. Donc au niveau de mes capacités, elles restent bonnes tant qu'elles sont sur un laps de temps court en fait, puisque mon principal problème c'est la fatigabilité, puisque d'avoir mal en permanence c'est extrêmement énergivore. Bien entendu, dès que c'est un peu trop physique, alors j'entends par physique même le fait de simplement rester assise sur une chaise trop longtemps dans la même position, ou la station debout immobile, c'est extrêmement physique. Donc ça, c'est des choses qui pour moi sont compliquées. Pareil au niveau de l'attention prolongée. En fait, oui. Dès que c'est un peu soutenu, c'est un peu compliqué. Par ailleurs, dans ce qui m'anime, ce qui me parlerait, moi je suis pas, de façon propre, je suis pas obligée de travailler. J'ai un statut d'handicapé, donc j'ai une pension d'invalidité. J'avais un petit peu d'argent de côté, bien heureusement, donc j'arrive à vivre avec ça. Donc le travail pour moi c'est quelque chose qui a besoin d'avoir un sens. J'ai envie que mon travail ait du sens et je voudrais pouvoir faire quelque chose d'utile pour les gens ou pour les animaux, mais en tout cas qui est vraiment un bénéfice, apporter un bénéfice direct, trouver un moyen d'apporter une aide, peu importe si c'est plutôt sur de l'humain ou plutôt sur de l'animal, mais que ça ait du sens. Voilà. C'est chaud, hein, c'est vague. Hein. Oui. Non, c'est pas si vague que ça, parce que si vous n'êtes pas obligé de travailler pour subvenir à vos besoins, si ça peut être qu'un petit complément par exemple, ou même une activité qui occupe une part de votre temps, néanmoins je note qu'il faudrait que vous puissiez gérer votre temps, c'est-à-dire pas avoir des contraintes qui vous soient imposées en termes de temps, mais avoir peut-être quelque part des contraintes d'objectifs. Oui, peut-être, oui. Et finalement, gérer le processus qui va vous mener vers cet objectif à votre façon, en fonction des possibilités que vous avez dans l'instant présent. Oui. Et s'il n'y a pas d'obligation forcément d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, pourquoi vous ne vous tournez pas vers l'associatif ? Alors, j'en fais un petit peu déjà. Donc, effectivement, c'est une option que j'avais retenue.
Alors je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais je suis allée dans des associations pour lesquelles j'avais déjà une part active avant l'accident, donc plutôt des associations que ce soit de secours aux animaux en détresse ou des associations de SDF pour faire les maraudes, ce genre de choses. Et en fait, je suis super sensible. Alors, je pense que je l'étais déjà avant, mais j'arrivais beaucoup plus à gérer mes émotions. Et je me suis retrouvée plusieurs fois à avoir les larmes aux yeux alors que j'étais en train d'aider quelqu'un, donc ce qui n'est pas du tout le but. Et en fait, je suis quand même très sensible pour de l'associatif direct, donc j'ai pas tellement d'idées d'associatif peut-être plus indirect, pour aider de façon peut-être plus indirecte des personnes et sans être pour autant trop confrontée à trop de difficultés. Que mon empathie ne me rattrape pas face à une personne qui est déjà forcément pas bien. Oui, mais Audrey, vous savez, ça se travaille. Ça se travaille, votre empathie est une force à condition que vous sachiez la gérer. On a besoin de gens, surtout dans le monde associatif, de gens sensibles, de gens bienveillants, de gens qui comprennent la souffrance des autres. Et pour l'instant, vous fuyez votre propre, je dirais, sensibilité. Alors que à travers, si vous preniez justement cette action associative comme un moyen de grandir dans votre capacité justement à gérer vos propres émotions, à les regarder, à les accepter, à les partager avec d'autres, petit à petit, ça vous permettrait de grandir à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça. Pour moi, il fallait que je sois tout de suite efficace, mais après tout, non, ça peut être un cheminement aussi, ça peut être un cheminement en faisant, effectivement. Absolument, et parce que si vous attendez d'être totalement prête pour le faire, finalement vous ne partirez jamais, Audrey. Regardez-le sous cet angle-là et voyez comment vous... Alors effectivement, les associations vous demanderont d'être prête, mais personne n'est prêt. Il ne faut pas perdre de vue que le monde associatif, c'est le monde du bénévolat, le monde de l'engagement de cœur, et forcément, même si aujourd'hui on a besoin d'être professionnel dans cet univers aussi, on touche de l'humain. On travaille sur l'humain et avec l'humain. Et forcément, ça vous apporterait et ça vous permettrait de grandir à ce niveau-là et vous apporteriez énormément aux autres personnes. Et à travers ce que vous me disiez aussi, l'idée de le faire à distance peut être possible. C'est vrai. De le faire par téléphone, par exemple. Il y a de plus en plus d'associations qui accueillent la souffrance des gens par le téléphone. Si vous ne voulez pas être en contact direct et physique parce que ça pose un problème pour vous, ça peut être un moyen de rentrer dedans. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me permettrait aussi de pouvoir plus facilement contrôler mes émotions, je pense, de garder une certaine distance, puisque ça vient des lésions cérébrales que j'ai eues. C'est quelque chose, donc le cerveau c'est plastique, ça se travaille, ça s'améliore, mais il restera toujours quand même une lésion dans cette partie émotionnelle qui fait que maintenant je suis un livre ouvert, on va dire. Et effectivement, le téléphone c'est une bonne idée parce que c'est plus facile de contrôler ses émotions à distance que quand on est face à quelqu'un qui souffre. Et forcément, sa peine me fait de la peine et je me mets à pleurer. Oui, et ça vous permet de faire éventuellement une pause de quelques secondes juste pour, par la respiration, reprendre possession de votre calme. C'est aussi un bon moyen encore une fois, vous savez, la voix, la chaleur humaine passe par le téléphone. Je crois que moi, je vous recommanderais de creuser cette piste-là et de regarder un petit peu ce qui pourrait en émerger. Tout à fait, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée.
Vous me tenez au courant, Audrey? Vous nous rappelez pour nous dire un petit peu comment les choses évoluent, si c'est une bonne piste pour vous. Sinon, je peux en chercher une autre pour vous. Et si vous avez besoin éventuellement de contacts vers des associations justement qui gèrent ce type d'accompagnement par téléphone, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, avec plaisir. Et je vous enverrai des liens. Oui, avec grand plaisir. Je veux bien des contacts, oui. Alors, vous savez, vous ne raccrochez pas. Manon, au standard, va vous reprendre et va prendre votre adresse mail. Et moi, je vous fais un petit mail demain. Oh, mais c'est adorable. Merci beaucoup. Avec quelques pistes. Ah, je vous en prie, vraiment, c'est un plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée, Audrey. Merci sincèrement pour votre témoignage. Il y a plein de beaux messages vous concernant qui ont été posés. Rachid nous dit que Audrey est un exemple à suivre. Il y a Nathalie qui dit cette histoire me touche beaucoup, extraordinaire. Quel accueil de situation. Vous voyez, Audrey. Quelque part, vous n'avez presque rien à faire, vous avez juste à être vous. Et vous donnez beaucoup d'espoir aux autres personnes. Alors continuez.